Les défis auxquels Dakar est confronté sont assez très importants. C'est des défis d'abord de gouvernance. Et gouvernance, c'est un terme fourre-tout, on peut tout mettre. Les questions de résilience, les questions de logement, les questions d'assainissement et les questions de déchets. Parce que le problème qu'on a dans la gestion des déchets est lié à une faible gouvernance dans ce secteur. C'est le cas également dans le secteur de l'assainissement, c'est le cas également dans les autres secteurs qu'on connaît. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord dans le secteur de la gouvernance, les défis prioritaires, c'est la faible articulation des politiques. Les politiques de transport, les politiques de logement, les politiques d'assainissement, les politiques de déchets. Il y a une faible articulation, il y a une faible concertation entre les acteurs qui interviennent dans ce secteur. L'autre défi, toujours dans le secteur de la gouvernance, c'est lié aux choix d'aménagement qui ne sont pas souvent discutés. Les populations ne sont pas impliquées dans l'élaboration des documents de planification. S'il existe également, il est convenu qu'à Dakar qu'il y a un étalement urbain qui est en train de se développer sur le périurbain. Ça également, c'est un autre facteur qui peut poser problème en termes de gouvernance, en termes de gestion des réseaux, d'infrastructures, en termes également de déplacement et surtout en termes de développement économique. Parce que comme vous le savez, le périurbain est une zone économique. Les populations périurbaines vivent de l'agriculture, vivent de l'élevage. Aujourd'hui, les terres agricoles se font rares et donc c'est une perte d'activité, c'est une reconversion des acteurs ruraux qu'il faut envisager. Sinon, c'est la paupérisation de ces ménages et la délinquance et d'autres conséquences sociales. Le deuxième défi que Dakar doit relever, c'est un défi de financement. Parce que vous entendez souvent, on parle des problèmes de logement. Quand on parle de logement, c'est parce qu'il y a un problème de financement du logement qui se pose. Mais il y a un problème également d'accès à ce logement-là. Parce que l'offre de logement est insuffisante, la demande est très forte et les bourses ne sont pas égales également. La classe moyenne qui est en train de se développer au niveau de Dakar et du Sénégal, mais il y a également une population très pauvre dont les revenus ne permettent pas d'accéder à un certain type de logement. Et il y a une faiblesse dans la formulation des politiques de logement, parce que pour faire une politique de logement, il faut d'abord connaître les besoins des différentes catégories. Quand je parle des catégories, ce n'est pas seulement la classe moyenne ou la classe sociale économiquement vulnérable, c'est l'ensemble des catégories. Il faut penser au grand standing, il faut penser aux étudiants qui viennent à Dakar, il faut penser aux familles nombreuses, aux petits ménages, mais également aux célibataires, aux pauvres, etc. Donc, dans une démarche de formulation d'une politique de logement, ces aspects-là doivent être intégrés. Donc, quand on recherche du financement pour gérer ou bien pour construire des logements, ces aspects-là doivent être pris en compte. Donc, il y a un problème de financement, il y a également un problème économique qui se pose. Ça, c'est un grand défi qui se pose à Dakar. Le troisième défi, comme je l'ai dit, c'est le problème du logement. Ici, à Dakar, la ville, c'est une succession de logements. Et ce qui pose problème en termes de déplacement, ce qui pose problème en termes également de pollution, mais ce qui pose également problème en termes de changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, les îlots de chaleur se développent dans la ville, il fait de plus en plus chaud, les gens sont obligés d'utiliser les climatisateurs ou bien d'utiliser la lumière en plein jour et cela impacte sur la dépendance à l'énergie fossile et ça va impacter sur l'environnement, ça va impacter sur le changement climatique. Donc le logement est un défi prioritaire auquel l'État doit faire face. Maintenant, quand on parle de logement, souvent la question est traitée en termes de logement individuel. Il faut aller vers des logements collectifs, vers du logement locatif également, parce que c'est ce que nous manque au Sénégal. La politique de logement est orientée vers l'autoconstruction, vers l'accession au logement individuel, vers également le logement, la villa. Alors qu'on devrait aller en hauteur, on devrait également construire en tenant compte des enjeux liés au changement climatique et introduire les bâtiments écologiques, les bâtiments durables pour aider un peu les populations et surtout la ville à diminuer la vulnérabilité de la ville. Question pertinente. D'abord pour moi, une ville durable, c'est une ville où il y a la concertation. C'est une ville qui est concertée. Les populations sont impliquées et sont associées à l'effort de planification urbaine qui se fait au niveau de la ville. C'est également une ville inclusive qui implique les femmes, qui implique les jeunes et qui implique les différentes catégories sociales. Aujourd'hui, on se rend compte que nos villes
sont aménagés par les hommes et pour des hommes. Je pense que si les hommes allaient au marché, on aurait beaucoup plus des, des marchés bien aménagés, bien sécurisés. Donc, il faudrait que dans les efforts de planification, que l'aspect genre, l'aspect inclusion sociale soit beaucoup plus pris en compte pour qu'on ait une ville durable et une ville verte. Pour ajouter également, une ville durable doit être une ville où la question de la mixité fonctionnelle est posée. La question de la mixité fonctionnelle est prise en compte. La mixité fonctionnelle, c'est la mixité des différentes fonctions. Qu'on n'ait pas seulement une zone où toutes les fonctions sont réunies et que toute la population se rue vers cette ville, vers cette zone-là. C'est une ville également qui utilise les énergies renouvelables et également qui intègre l'efficacité énergétique dans son développement. C'est une ville également qui doit être capable de faire face à des chocs, que ce soit des chocs prévisibles ou des chocs imprévisibles. Il faudrait que les villes puissent être attractives. Une ville qui n'est pas attractive, qui ne peut pas retenir ses populations, on ne peut pas la considérer comme une ville durable. Mais la durabilité, c'est avant tout la disponibilité de foncier aménagé, facilement accessible. C'est également la disponibilité d'activités économiques pour les populations qui y vivent. C'est enfin également l'autosuffisance alimentaire. Parce que souvent, quand on aménage la ville, on oublie les espaces agricoles qui sont sont très utiles au développement des villes. Dernier point, c'est par rapport à la transformation durable des villes. Une ville durable doit pouvoir se transformer. Parce que l'urbanisation, c'est la transformation durable des villes. Aujourd'hui, les villes, elles stagnent. Si vous allez dans les villes secondaires du pays, elles s'urbanisent. L'urbanisation de 2000 est la même chose qu'aujourd'hui. Les villes évoluent lentement, les villes ne sont pas très attractives et ça impacte sur l'attractivité de ces localités. La priorité pour faire Dakar une ville durable, c'est d'abord de travailler sur les questions de pollution de l'air. Parce que Dakar est très confronté à une pollution qui est liée à l'absence, au faible maillage routier, qui est lié également à la forte concentration des activités économiques au niveau de Dakar, mais qui est lié également à l'absence de végétalisation. Aujourd'hui, Dakar souffre d'une forte pollution qui impacte sur la santé des gens, qui impacte également sur les finances de l'État, parce que de l'argent qui pouvait être consacré à l'éducation, à la santé ou à la réalisation d'infrastructures routières est aujourd'hui concentré à la gestion sanitaire, à la santé. Donc Dakar devrait agir sur ce point et développer ce qu'on appelle un peu partout dans le monde le transport vert. Le transport vert, c'est un transport qui est multimodal. C'est un mode de transport qui fait intervenir les bus, comme on le voit aujourd'hui à Dakar, le TER qui vient, le BRT qui va venir et les transports collectifs. Donc une ville durable doit être une ville où le transport collectif est développé, mais le transport également doux, le mode doux de transport. Donc c'est un transport collectif qui est articulé à un mode doux de transport, qui est la marche, qui est le vélo, qui est d'autres modes. En Europe, on aurait dit les vélos libres et consorts. Mais ici, c'est assez compliqué d'avoir des trottoirs pour marcher, d'avoir des pistes cyclables. Donc notre ville est assez compliquée dans ce sens-là. L'autre point par rapport au transport, mais le logement, on en a parlé tout à l'heure, il faut augmenter l'offre de logement. Tant qu'on n'aurait pas réglé le problème du logement, on sera toujours confronté à des problèmes de pollution, à des problèmes d'inondation et à des problèmes de spéculation foncière. Mais l'enjeu majeur pour faire de Dakar une ville durable, c'est d'agir sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire essayer de créer des activités et des emplois pour retenir les populations dans leur localité d'origine. Si toujours les gens continuent de venir à Dakar, ça va poser problème en termes d'hébergement et en termes d'activités économiques et en termes également d'autosuffisance alimentaire, parce que tout va continuer de venir au niveau des autres localités. Donc la question de l'aménagement territoire est prioritaire pour régler les enjeux urbains au niveau de la ville de Dakar. L'autre problème, c'est la végétalisation, comme je l'ai dit. Dakar souffre
de cette absence de végétal, de couvert végétal et d'aménagement paysager et d'espaces verts. Les espaces verts, c'est pour agrémenter la ville, c'est pour rendre la ville beaucoup plus belle, qu'elle soit accessible, qu'elle soit esthétiquement accueillante, qu'elle soit attractive et qu'elle offre également des espaces de loisirs et de jeux et de détente pour les enfants, pour les familles, etc. Donc la végétalisation, elle est importante également dans la gestion du changement climatique et également dans les questions de santé, parce qu'elle contribue à améliorer la santé des populations, elle contribue également à améliorer le cadre de vie, elle contribue à atténuer également les impacts qui vont accélérer le changement climatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les villes doivent être inclusives. L'inclusivité, ça veut dire qu'il faut associer toutes les catégories socio-professionnelles et tous les sexes dans l'aménagement de la ville. D'abord, ça commence par la planification. Ça commence également dans la planification, voir quel est le pourcentage de femmes qui sont impliquées, qui sont concertées. Parce que les villes aujourd'hui sont aménagées par des hommes et pour des hommes. Donc il faudrait qu'on implique beaucoup plus les femmes et les jeunes dans l'aménagement de la ville. Deuxièmement, c'est par rapport à la gestion des services urbains, comme les déchets, comme l'assainissement. Souvent, les déchets sont gérés par les femmes. Et pourtant, quand on fait une politique de gestion des déchets, les femmes ne sont pas très impliquées. Donc il faudrait de plus en plus impliquer les femmes dans les politiques d'aménagement. Aujourd'hui, au niveau de la direction générale de l'urbanisme, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc je pense que c'est un déclic aujourd'hui qui va être... c'est un déclic et ça va changer beaucoup de choses au niveau de nos villes. Les maires également, la plupart c'est des hommes. Les conseillers techniques, les agents envoyés, l'administration municipale est souvent composée d'hommes. Donc souvent c'est un peu compliqué d'impliquer les femmes dans les efforts d'aménagement. Par rapport à la vision de ville durable, j'ai oublié d'ajouter qu'il faut également intégrer les technologies de l'information et de la communication dans la gestion des services urbains. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait... La crise du Covid nous a montré qu'aujourd'hui, il est nécessaire, on peut faire plus avec moins. On peut utiliser les nouvelles technologies de l'information pour travailler chez nous, pour faire nos achats, mais également pour faire appel à des services pour améliorer notre quotidien, pour améliorer l'efficacité énergétique, pour améliorer énormément de choses dans notre façon de vivre. Il faut qu'on ait une nouvelle façon de penser la ville, penser avec A, et également de penser la ville, penser avec eux. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des soucis qui font que l'urbanisation, qui est... normalement, l'urbanisation, c'est l'avenir des villes. Aujourd'hui, toutes les villes, tous les pays sont obligés de s'urbaniser. Et l'urbanisation, c'est un phénomène qui est irréversible. Si elle commence, elle ne recule pas. L'urbanisation, c'est également une opportunité. Il faut saisir cette opportunité qu'on nous offre, ce qui nous est offert à travers cette urbanisation pour la rendre beaucoup plus durable. Sinon, les coûts partis vont être très importants et c'est souvent des financements qu'il faut acquérir pour rattraper ou bien pour corriger des erreurs du passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.